Et bonjour à tous et à toutes, je suis Hugo Mifraji, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé une bonne fête. Cette vidéo va être un peu particulière, elle va conclure notre série sur Effect Workflow et notre TL d'enrichissement de données par rapport aux data des films. Elle va être un peu particulière parce que en fait j'ai record en tout 3 vidéos qui devaient conclure en fait cet arc. Et sur les 3 vidéos, à la toute fin de la première vidéo, j'ai eu une coupure de son, donc les 10 dernières minutes n'ont pas de son. Et les 2 vidéos qui ont suivi, je ne sais pas pourquoi, le micro s'est mis à faire du bruit de manière bizarre. Tout ça pour vous dire que ça sera pas du live coding sur cette session, ça sera plus de l'explication de code, ce qui devrait aussi peut-être raccourcir la vidéo. Si cela vous plaît comme format, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est peut-être plus simple pour vous de suivre que du live coding, donc voilà, si vous avez des retours, je suis preneur. Allez, on se retrouve dans le code, à de suite. Je mettrai en commentaire en fait les timecodes, pour que vous puissiez faire des sauts sur les parties qui vous intéressent. Ce que je vous propose, c'est de regarder comment on a défini nos workers, comment on les a initialisés dans notre app worker, et comment après, depuis un script, on va aller appeler ces différents workflows. Si on se souvient bien, on a une première étape où on va aller taper une API IMDb pour récupérer des données sur les films. On va récupérer une liste de data. Cette liste de data, on va on va film par film envoyer à OpenAI et au service de vectorisation pour qu'ils vectorisent la description du film. Et une fois qu'on a fait tout ça, on restructurera la data pour la sauvegarder en DB correctement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie package pour commencer et la partie workflow. On va partir de la partie API pour aller jusqu'à la partie movie data, la data finale avec la partie vectorisation. Donc, comment ça fonctionne? Quand vous définissez un workflow avec Effect, vous allez devoir en fait utiliser donc la classe workflow, faire un point make dessus. Ça prend un nom, ça va permettre en fait de ça va permettre quoi? Ça va permettre d'identifier le workflow. Et dans la Postgre, parce que du coup Effect Workflow fonctionne avec une Postgre on va dire en back office, en arrière, et donc ça va aussi vous permettre de savoir quel workflow a run, quand, est-ce qu'il a été en erreur, est-ce qu'il a été en success. Donc tout ça sert à donner du contexte. Un workflow peut être donc appelé et vous pouvez attendre qu'il retourne quelque chose. Pour ça qu'on on doit définir le type de success. Nous, dans notre cas, on va rien retourner, mais on pourrait attendre dans une logique en fait d'événement, on va dire, j'attends un ID, j'attends quelque chose pour pouvoir continuer mon workflow et ma logique. Erreur, on définit toutes les erreurs qu'on va pouvoir retrouver. Là, je l'ai juste défini au-dessus, une seule erreur. Mais on pourrait très bien en fait avoir une gestion d'erreurs beaucoup plus fine, qui serait beaucoup plus bien meilleure en fait dans la manière d'utiliser, dans le sens où on aurait toutes les erreurs et on pourrait facilement savoir qu'est-ce qui a pété et quand. Le payload, c'est ce que vous allez recevoir. Donc là, si on se rappelle bien comment fonctionne le client API, je suis pas allé jusqu'au bout. Je vais l'appeler juste une fois. Je vais récupérer tous mes films et ça sera tout. Donc j'ai pas besoin en fait de lui passer une certaine page, j'ai pas besoin de lui passer quoi que ce soit, je lui passe juste une date. En fait, la date elle me sert comme on le voit ligne 17 sur la clé d'idempotency.
qui permet en fait que pour une tâche, on run pas 2 fois la tâche. C'est ce qui va faire que la tâche sera unique. Une fois que vous avez défini ça, vous avez défini le contrat de votre workflow. Son nom, ce qui retourne, en erreur ou en succès, son payload et qu'est-ce qui le rend unique en termes de clés, pour pas qu'il soit joué plusieurs fois. Vous allez devoir définir une version live de workflow qui doit respecter le contrat que vous avez défini au-dessus. Là, quand on regarde, il n'y a rien qui les lie, mais au moment de faire l'instanciation dans notre app worker, si API Task Workflow ne matche pas avec API Task Workflow logique, j'aurai une erreur. Et ça, ce sera un problème. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder en fait ces parties logiques les plus petites possibles. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire déplacer toute la logique que vous allez run dans votre workflow, les dépendances qui y sont liées, tout ça, dans une classe, un effect service à part entière. Ce qui va vous permettre en fait de tester votre code beaucoup plus simplement et de ne pas avoir à interagir directement avec le workflow ou avec un mock du workflow pour que vos tests puissent runner. Vous allez pouvoir tester juste la logique, ce qui est quand même plus simple. Donc là, on est sur le cœur de notre workflow, c'est vraiment la partie logique. Et ça reste en fait très simple. Si on regarde le fichier, il fait moins de 50 lignes. On a toujours notre service, donc un effect service de cette interface-là. Derrière, je récupère un removie repository qu'on a codé précédemment, qui permet de stocker en fait un BJSON de la data que je reçois de l'API. Le client pour l'API, UUID qui est un petit utilitaire que j'ai codé pour pouvoir générer des UUID et avoir la main sur quand j'insère sur la UUID qui est passée, et SQL Client sûrement pour rendre ça transactionnel. Et la logique est assez simple. J'ai une fonction que je vais exposer qui s'appelle run, qui est définie d'une 33. Je fais appel à mon API. Donc là, on pourrait imaginer dans une version un peu plus élaborée que je reçois, run prend par exemple une page ou une page size, et du coup, je fais mon call API sur ces pages et je récupère, en fait, je peux récupérer comme ça plusieurs pages de data et les traiter au fil de mes workflows. Je récupère une liste de movies suite à ce call. L'effet flatmap me permet d'accéder à cette partie de code que si le call à l'API a été un succès. Et suite à ça, je fais un movie.map, ce qui va me permettre d'itérer sur chaque movie et de jouer cette logique-là. À ce moment-là, ligne 37, l'insert est pas joué. Il va être joué au moment où je vais le retourner dans le effect.all. Au moment où je fais mon effect.all de insert, c'est là où je vais faire tous mes inserts pour mes nouveaux films. En soi, le schéma il est vraiment tout bête, c'est un ID, le payload du movie qui est stocké en JSON binary, un created date et un updated date. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner l'ID que j'ai créé pour l'étape d'après. Run va me retourner en fait un effect d'un branded type de RawMovie API ID en arrêt. Derrière, je peux avoir des erreurs et après, j'ai pas de dépendance. Je retourne dans cette partie-là et en fait, on voit que logic.run, il est là, ligne 24. De suite après, je pipe et je récupère ma liste d'ID. Et un peu comme pour les inserts, je vais créer en fait une liste d'actions à réaliser qui va être des exécutions et donc qui va être en fait le trigger de l'étape d'après. Mon vector task workflow. Donc je vais lui passer l'ID du removie API, ce que j'ai sauvegardé en DB. Une date plus l'index, toujours pour
l'idempotency key. Et le discard true, c'est en fait pour dire que je vais pas attendre que ce workflow est fini. Je vais pas bloquer mon exécution à l'attendre. J'ai pas besoin de l'attendre. Dans certains cas, vous allez avoir besoin, mais nous ici, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est lancer l'étape d'après pour qu'elle se joue. Donc là, je vais récupérer trigger, ça va être une liste d'exécution à réaliser. Et line29, je fais un effect.all, donc je vais exécuter, je vais runner toutes ces exécutions à faire, ces executes. Et derrière, je retourne un effect as void parce que je retourne rien. 80 lignes, si on compte les deux fichiers, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'appel à notre API, on fait nos inserts de films, donc les versions RAW brutes de la data, et on vient trigger l'étape d'après pour qu'on fasse la vectorisation. Là, on passe à la vectorisation, et ça va être toujours le même type de schéma, dans le sens, enfin la même structure. J'ai un vector task workflow, je définis son erreur, je définis à quoi il doit ressembler, donc avec un name, un success, une erreur, un payload. Donc là, on voit bien que le payload, il a un peu changé. J'ai un ID qui est un raw movie API ID pour que je puisse aller récupérer en fait dans ma logique la description du film pour que je puisse la vectoriser. Je crée une idempotency key, concaténation de vector task workflow -6 date -6 ID. Et là, je définis ma logique. Pareil que pour l'API task, j'ai un service qui va regrouper toute ma logique métier. Celle-ci, elle est un peu plus... celui-là, il est un peu plus verbeux. Il fait une 60aine de lignes. Simplement, pourquoi il est plus verbeux? Parce que je vais aller regarder si le film existe ou pas. Ce qui me permet en fait que ma vector task, je peux l'utiliser dans cette logique de... Je fais en fait... j'insère de la donnée et voilà. Mais je peux aussi à terme me dire en gros je change mon modèle que j'utilise un modèle plus performant, ou je change la data que je passe au LLM, et en fait je vais pouvoir rejouer, je vais pouvoir faire une tâche avant qui va récupérer tous mes raw movie ID API et qui va trigger celui-là pour qu'ils viennent updater les dernières vectorisations. Ce qui me permet de le rendre vraiment indépendant et de pouvoir l'utiliser dans plusieurs cas d'usage. Ce qui est quand même plutôt cool. Si on le reprend, ça reste un effect service. Ça, on récupère donc le client HTTP pour la partie vecteur LLM. On récupère le raw movie API repository, le raw movie embedding repository. Donc celle pour les raws, c'est celle pour l'API. Raw movie embedding, c'est ce qui va nous permettre de stocker temporairement l'embedding, donc le vecteur de notre définition. UID est toujours là, est-ce que le client est toujours là, pour rendre tout ça transactionnel. J'ai deux petites fonctions en plus, j'ai un insert embedding et j'ai un update, ce qui va me permettre de, pour un certain raw movie ID, updater son embedding. Et le run en soi est plutôt simple. Je reçois un raw movie API ID. Je récupère mon raw movie par l'ID. Je fais du pattern matching derrière, ligne 44 à 46, pour vérifier si j'ai bien quelque chose. Sinon, je retourne une erreur. Si j'ai quelque chose, je rentre dans l'effet flatmap après. Je peux récupérer son ID et son payload. Je prends le payload, donc le JSON, je vais en faire, où là je vais pouvoir, dedans j'ai toutes mes infos. Je vais pouvoir extraire les plots et l'envoyer à la vectorisation. Si effect.all est en success, je vais rentrer dans la logique du flatmap. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher si j'ai déjà quelque chose qui existe. Et là, c'est là où en fait le pattern matching rend la chose vraiment cool, c'est que ça rend le code hyper expressif. Si j'ai rien, je fais l'insert, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Si j'ai quelque chose, je fais l'update. Suite à ça, je wrap tout ça dans une transaction.
Et la dernière chose qui sera réellement retournée, c'est le résultat de l'insert et de l'update qui retourne en fait le même type à la fin, un raw movie embedding ID. Mon run c'est exécuté et là pareil, je fais un effet flat map, je récupère donc un raw movie embedding ID. Dans mon payload de mon workflow, j'ai déjà le raw movie API, donc ça veut dire que là j'ai mes deux ID et je vais pouvoir exécuter une nouvelle tâche qui est mon movie task workflow qui va me permettre en fait de restructurer toute la data et qui sera la data qui sera lue par le backend pour être affichée côté front-end. Je lui file une date, je lui file l'ID du raw movie embedding ID et comme avant, je le discard à true pour pas attendre que son exécution soit finie. Comme ça, je bloque pas l'exécution, j'envoie mon message et mon workflow s'arrête. Dernier workflow qui va être vraiment simple. Toujours pareil, classe d'erreur tout en haut, la définition de mon workflow avec qu'est-ce qui prend en succès, en erreur, le payload, tout ça. Je récupère toute ma logique a été wrappée dans un service, mon movie task workflow service. Si on va dessus, c'est toujours un effect service. Je récupère mes différents repositories, donc mon raw movie API repository, mon raw movie embedding repository, mon movie repository qui sera là où je vais stocker la forme finale de ma data. Et là, c'est à peu près pareil que pour le vector. Je vais avoir un insert, un update et derrière une fonction run qui va être exposée. Le fichier est un peu plus long que les autres parce que la data qui est stockée a plus de champs, mais sinon en termes de logique ça reste très simple. Je vais aller récupérer mon raw movie embedding repository, donc by ID, donc la version, ce que j'ai stocké, mon vecteur brut que j'ai stocké en DB, je vais aller le récupérer. Je refais un coup de pattern matching dessus. Si j'ai quelque chose, si j'ai rien, c'est que y a un problème. Donc je lève une erreur. Sinon, je retourne un succide de mon movie, de mon vecteur. Et de là, en fait, je vais pouvoir récupérer deux trucs. Je vais pouvoir récupérer l'embedding et le raw movie API. En faisant ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié dans l'exécution, dans mes schémas de database, j'ai lié pour que je puisse remonter, en gros, je puisse suivre mes différentes itérations. Donc, mon raw movie API, il a sa data, c'est tout. Le raw vector API, la data va avoir l'ID du précédent et vice versa après la fin. Donc ce que je fais, c'est que je vais récupérer en fait mon raw movie, donc la version brute de toute ma data. Pareil, coup de pattern matching dessus. S'il n'existe plus pour x ou y raison, je lève une erreur. Sinon, je récupère mon film. Et donc du coup, je vais avoir mon raw movie et mon embedding, mon vecteur. Donc ça, c'est tout ce qu'il me faut pour faire correctement mes inserts. Une fois arrivé ici, mon raw movie, je vérifie s'il existe dans ma database movie. Enfin, pas dans ma table movie, je vérifie que ça existe. Si il n'existe pas, je l'insère. S'il existe, je l'update. Tout ça, je le rends transactionnel. Et voilà. Et donc du coup, soit je l'update, soit je le crée, soit je l'update, soit je l'insère. Et c'est tout. Et en fait, avec ces 6 fichiers, j'ai défini toute la logique de mon ETL. Premier, je fais appel à mon API. Deuxième, je fais appel à l'API de OpenAI pour vectoriser mes textes. Et troisième, je prends le résultat des 2 premières actions et je les stocke dans une table à part qui sera lue après par le backend. Maintenant, donc là, si vous avez suivi, on a fait du code, mais on n'a rien branché ensemble.
On a défini nos classes, on a défini nos contrats en fait de workflow, mais on a rien branché ensemble. Ce qu'on va vouloir aller, c'est dans App, Worker. On va avoir besoin d'un worker client qui sera en fait ce qui va nous permettre en fait de communiquer avec les autres workers. Depuis un mois et demi, il y a une grosse mise à jour d'Effect, une grosse. Ça reste une mineure ou une médium, mais l'impact sur Effect Workflow et Effect Cluster est assez important. Donc l'impact sur Effect Cluster est assez important. Avant, on était obligé de définir en fait dans le sharding layer toutes les informations de la database, où sont le manager, ces choses-là, pour que tout le monde ait conscience de où est quoi. Et en fait, ils ont réussi à faire sauter ce truc-là et à continuer à le faire fonctionner. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça rend en fait l'utilisation de Effect Cluster bien plus simple dans son implémentation. Donc ça, j'en ai besoin pour pouvoir communiquer. Ça va être une dépendance que je vais mettre. J'ai un runner layer. J'utilise l'adresse, c'est ça, et tu écoutes là-dessus. J'ai mon config layer qui va me permettre de récupérer mes variables dans mon .env. J'ai un platform layer qui fait un mix du client HTTP, d'effect et du contexte de Node. J'ai toutes mes dépendances que je viens dans mon service layer, donc je vais toutes les merger. Donc PG Live, mon RAWMovie API repository, UID, MDB client, RAWMovie embedding repository, vector LLM et movie repository. Et c'est là où ça commence, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et je vais maintenant en fait définir chacun de mes, comment ça s'appelle, donc là j'ai mon base dependencies qui va fusionner mes dépendances du config layer et du platform layer, donc les deux. Et après j'ai mes 3 workflows qui sont en fait définis ici. Donc j'appelle l'API task workflow, donc la définition. Je dis tout layer, tu prends cette logique là, je pipe et en fait je vais lui provider les layers dont il a besoin pour fonctionner. Donc il a besoin d'un cluster workflow engine, il a besoin de sa dépendance API task workflow service, du runner layer et du base dependency avec toutes les dépendances. Et ça en fait pour tous. Si vous n'avez pas respecté en fait, par exemple pour lui, si vous respectez pas le fait que l'API workflow match parfaitement avec ça, c'est à ce moment-là que ça va péter. Ça va hurler à ce moment-là, comme quoi en fait vous avez des dépendances que vous n'utilisez pas, ou vous avez des dépendances qui vous sont manquantes, ou que les schémas ne matchent pas. J'en ressors avec mes 3 workflow worker layers qui sont là. Parce que mon app, qu'est-ce que ça va être? Je vais merger les 3 et je vais le run avec l'app layer, avec le node. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire on va s'ouvrir plusieurs terminaux.
ce qu'on va faire d'un côté, c'est lancer PMPM. Donc, je me souviens plus de la... Donc, ce qu'on va faire, c'est un PMPM dev worker. Ah, merde. Donc, sur le côté droit, j'ai lancé mes workers. Et sur le côté gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon client. En fait, je vais trigger mon premier worker pour que toute la logique découle par la suite. Donc, à droite, il ne va pas se passer grand-chose. Normalement, on devrait avoir de la vie. À gauche, il ne devrait pas se passer grand-chose. À droite, il devrait se passer quand même plus de choses. Du coup, ça donne un truc comme dev worker run. Et là, en fait, on commence à avoir de la vie, on commence à avoir les appels qui se font. On voit qu'on a du movie task, du vector task. On voit que tout en haut, il y a eu, normalement, si j'arrive à remonter notre... tout en haut, il y a notre premier call, parce qu'on fait un call une fois à la première étape, et après, c'est pour le nombre de data qu'on a récupéré. Et là, on voit en fait que du coup, notre ETL se lance et que chaque tâche est... Donc là, on voit que notre ETL s'est lancé, que chaque tâche est bien indépendante et que ça fonctionne. Donc là, on a fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Je vais arrêter ça. Et je vais ouvrir... C'était trop beau pour être vrai, ça. Donc là, je vais ouvrir DB Beaver, ce qui va me permettre... Je vais quand même l'upgrade. Je me fais prendre en otage. Donc... je viens de commencer l'appel d'ouvrir DB Beaver. Je vais aller dans mon app ciné. Je vais regarder mes bases de données, mes tables. Et là, on va voir qu'en fait, que dans Movie, maintenant, j'ai bien des films, des séries, des téléfilms, bref, j'ai tout ce qu'il me faut. Avec donc toute ma data correctement récupérée. Le rating, l'embedding qui est là, et ce qui me permettra à terme de faire des recherches vectorisées sur... C'est la deuxième fois que j'enregistre cette partie de vidéo. Donc, la toute fin de la vidéo, il manque une partie du son. Allez savoir, j'ai encore des problèmes avec l'audio. Grosso modo, ce que je disais, c'était que la table message, cluster message, c'est une mine d'or. Si vous avez besoin de faire du debug, allez-y. N'hésitez pas à aller regarder ce qui s'y trouve. Vous allez avoir les contenus des messages, si ça a été run, pas run, enfin bref, ça peut vous aider à avoir du contexte. Ce qui s'est passé au moment de l'exécution de workflow, pourquoi ça n'a pas marché, si ça a fonctionné et que vous êtes en erreur. Enfin, il y a beaucoup de contexte là-dedans. Allez y mettre les mains, c'est plutôt cool. Cette partie de vidéo devait être une conclusion. On a fini notre série de workflow sur les ETL.
sur cette petite dizaine de vidéos que j'ai produit, normalement vous allez créer des repositories avec Effect SQL et PG. Vous allez créer des clients production ready avec des systèmes de timeout, des systèmes de retry pour l'API d'IMDb et pour OpenAI et leur système de vectorisation. Ce qui vous donne, en gros, grosso modo, et pour finir, on a câblé nos ETL, on a câblé notre logique, on a branché nos workers et on se retrouve avec 3 workers qui communiquent les uns avec les autres pour pouvoir exécuter des tâches de manière distribuée. Vous avez tout en main pour créer, avec cette série de vidéos, pour créer vos workflows avec les workers d'Effect et créer en fait des systèmes distribués facilement. Allez-y, n'ayez pas peur, c'est vraiment c'est pas si compliqué que ça et ça vous permet en fait de profiter de l'écosystème d'Effect qui est pour moi un des meilleurs écosystèmes dans le monde TypeScript. Je voulais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes. J'enregistre cette vidéo le 29. On se retrouve l'année prochaine. Bonne année avec un peu d'avance. Que vos projets réussissent et on se retrouve en 2026 avec de nouvelles vidéos. À bientôt.